On est enchanté aujourd'hui d'avoir Pascal Zaraté, qui est professeur à Toulouse et qui fait de la recherche dans le laboratoire IRIT. IRIT, ça veut dire quoi, Pascal? Institut de recherche en informatique de Toulouse. C'est ça. Il y a des désavantages d'un nom comme IRIT. Pour certains, peut-être. Ces intérêts de recherche sont sur les... Comment vous dites ça en français? Decision Support Systems? Système d'aide à la décision. C'est ça. Et puis d'appui à la décision, et puis en particulier les systèmes de recommandation dans lesquels professeur Zaraté a eu un rôle plus important. Donc, avec ça, je passe le volant à Pascal. Merci. Donc, alors, merci pour cette présentation et puis pour l'invitation déjà. Donc, je suis ravie de vous présenter quelques-uns de mes travaux sur les systèmes de recommandation. Si on a un peu de temps, je parlerai peut-être des systèmes d'aide à la décision de groupe, les Group Decision Support Systems aussi, mais ça dépendra du temps que l'on a. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc j'ai essayé dans cette présentation de faire une rétrospective de ce qu'on appelle les Decision Support Systems qui évoluent au cours du temps en système de recommandation. Donc je suis effectivement professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole. Et c'est une université qui est, je dirais, principalement, majoritairement, université de droit, économie et gestion. Et nous avons une petite faculté d'informatique. Et donc, je mène mes recherches à l'IRIT. Donc, l'IRIT, c'est l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Alors, c'est un très gros laboratoire qui est affilié au CNRS. Donc, le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique et qui comprend les 4 universités de Toulouse comme tutelle. Donc, nous sommes environ 700 personnes venant donc des 4 universités du CNRS. Donc, dans ce laboratoire, je suis responsable du département d'intelligence artificielle et je mène mes recherches dans l'équipe Adria. Donc, est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Non, hein? Oui, oui, ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Donc, dans l'équipe Adria, donc Adria, ça veut dire argumentation, décision, raisonnement, incertitude et apprentissage. Donc, des personnes qui travaillent sur tous ces aspects-là. Alors, je vais faire d'abord une petite rétrospective de ce qu'on entend par l'aide à la décision. Donc, ce sont des méthodologies rationnelles, en fait, pour aider des décideurs. Donc, tous les travaux que je mène, en fait, sont basés sur un paradigme de multicritères. Donc, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à évaluer un certain nombre d'alternatives sur un certain nombre de critères. Donc, lorsqu'on a un problème de décision, acheter un nouveau téléphone, par exemple, on va déterminer les critères sur lesquels on va travailler. Donc, les critères, ça peut être le prix du téléphone, la technologie, le design, la grandeur de l'écran, etc. Et les alternatives, ça va être les différents modèles les différents téléphones. Et donc, on évalue ces téléphones sur ces critères-là. Donc, lorsqu'on fait de l'aide à la décision, en fait, beaucoup d'éléments reposent sur le principe de la rationalité limitée. Donc, le principe de... Alors, attendez, pourquoi? Toc, voilà. Donc, le principe de la rationalité limitée a été introduit par Herbert Simon il y a très longtemps. Donc, Herbert Simon, un des pères de l'intelligence artificielle et prix Nobel d'économie. Donc, ce principe, en fait, énonce les hypothèses suivantes. Donc, on n'est plus dans un cadre d'optimisation. Donc, on ne cherche pas à trouver la meilleure solution d'un point de vue optimalité, mais on cherche à trouver une solution satisfaisante. Donc, c'est la notion de satisficing pour le décideur.
Donc, on parle en général de meilleur consensus entre différents critères et l'alternative qui satisfait ce meilleur consensus. Deuxième hypothèse, c'est que en fait, la décision est prise, donc les décisions, pardon, sont prises une à une dans un champ limité d'action. Et en fait, c'est un processus progressif. Et élément important, les décideurs peuvent utiliser des critères contradictoires, ce qui est assez en contradiction avec les pairs, je dirais, en économie, von Neumann et Morgenstern, qui traduisent tout problème de décision en fonction d'utilité. Donc, je m'explique sur ces critères contradictoires. Donc, si je reviens sur mon exemple du téléphone, je veux acheter un téléphone au meilleur prix. Donc, ça veut dire que je veux minimiser le critère du prix, mais je veux aussi un téléphone qui ait une capacité, un appareil photo qui soit très performant. Donc, je veux maximiser les capacités techniques d'un point de vue de l'appareil photo. Et du coup, en général, ça va augmenter le prix. Donc, c'est en ça que j'utilise deux critères contradictoires. D'un côté, je minimise le prix et de l'autre côté, je veux maximiser les capacités techniques qui, elles, maximisent le prix. Donc, on accepte ce type d'hypothèse. Donc, si je reviens sur la définition de l'aide à la décision, donc, il existe des méthodes, dites des méthodes non rationnelles en prise de décision, telles que, par exemple, le modèle du favori implicite. Donc, c'est ce type de modèle, en fait, énonce que le décideur a dans sa tête un favori, et donc on va chercher à déterminer une argumentation pour faire en sorte que ça soit ce favori implicite, cette alternative de favori implicite qui soit la meilleure. Autre type de méthode non rationnelle, donc c'est l'anarchie organisationnelle, qui en fait, on part du principe que la prise de décision va émerger par je dirais, interaction entre les différentes parties prenantes. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, nous, le cadre dans lequel nous sommes, donc ça a été introduit par Bernard Roy et Denis Bouissou il y a pas mal d'années déjà. Donc, c'est un cadre où on a trois postulats. Donc, le premier postulat, c'est le postulat de la réalité du premier ordre. Donc, c'est-à-dire en fait que le décideur va prendre des décisions sur la réalité sur laquelle la décision prend appui. Le postulat du décideur, donc c'est en fait ici on est dans un cadre où c'est le décideur qui va prendre sa décision, même si c'est outillé de systèmes d'aide à la décision et de systèmes de recommandation. On n'est pas du tout dans un cadre d'automatisation. Et le postulat de l'optimum, donc c'est-à-dire on cherche à trouver un optimum entre, c'est la notion de satisficing que j'ai énoncée tout à l'heure, donc entre les différentes contraintes et les différents critères que l'on va utiliser. Donc, si je continue, un bref historique ici des systèmes d'aide à la décision qui sont apparus dans les années 70 par l'introduction des ordinateurs personnels sur le bureau des managers. Et donc, c'est le mariage entre une communauté de recherche opérationnelle et une communauté de management information system. Donc, sont apparus les systèmes d'aide à la décision pour aider justement ces managers à prendre de meilleures décisions. Dans les années 90, on a fait face à un gros volume de données. Du coup, est apparue la notion de data warehouse. Donc, on parle maintenant d'entrepôt de données et de data lake. Donc, voilà. Dans les années 90, sont apparus aussi les systèmes d'aide à la décision de groupe, dont je parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Et toujours dans les années 90, on a combiné des techniques d'intelligence artificielle telles que les Knowledge-Based Systems avec les systèmes d'aide à la décision, les DSS, pour donner naissance aux Intelligent Decision Support Systems. Dans les années 2000 est apparu donc Internet et voilà. Et face à cette
je dirais, ces moyens de communication liés au réseau, Internet, il y a eu une évolution de ces systèmes d'aide à la décision. Donc, la première architecture de base qui est apparue a été définie il y a longtemps par Sprague et Carlson. Elle comprend 3 éléments d'un point de vue informatique. Un système de gestion des modèles, donc Model Base Management System, un système gestionnaire de données, Database Management System, une interface homme-machine et l'utilisateur. Donc, en fait, dans le Model Base Management System, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va avoir tous les modèles qui vont permettre au décideur de prendre sa décision. Dans le système gestionnaire, dans le Database Management System, on va avoir toutes les données qui sont relatives aux problèmes de décision. Et le module d'interface homme-machine est très important parce qu'en fait, la décision va être prise en interaction entre l'homme et la machine. Donc, l'idée, c'est que en fait, l'utilisateur va définir un certain nombre de paramètres par rapport à son problème de prise de décision. Le système va calculer, va simuler et donc va rendre à l'utilisateur des résultats qui va redéfinir des paramètres. Et donc, au final, la décision va se prendre ici en interaction entre l'homme et la machine. Une des premières définitions de ces systèmes a été définie par Keane et Scott Morton. Donc, ce sont des systèmes pour aider des décideurs dans leur processus de prise de décision semi-structuré. Donc, c'est-à-dire que si on est face à une prise de décision qui est très structurée, on peut mettre en place des règles automatiques et donc ainsi un logiciel peut très bien prendre la décision à la place du décideur. Ces systèmes donc sont là pour aider plutôt que remplacer le jugement des décideurs et l'idée c'est d'améliorer la qualité de la prise de décision plutôt que l'efficacité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu une combinaison des techniques d'intelligence artificielle avec les systèmes d'aide à la décision pour donner naissance aux Intelligent Decision Support Systems. Donc, d'un point de vue architecture de ces systèmes, on retrouve ici l'architecture de base avec le Model Base Management System, le Database Management System, l'interface homme-machine, mais on retrouve ici un moteur d'inférence avec quelque part, qui n'est pas dessiné ici sur ce schéma, un knowledge base, donc c'est-à-dire comme un système gestionnaire de base de données, mais sauf que ça va être de la connaissance, donc qui peut être modélisé sous forme de graphe de connaissances, sous forme d'ontologie, sous différentes formes. Dans les années 2000, donc Internet est apparu et donc l'introduction des techniques d'information et de la communication dans les organisations ont modifié les processus de prise de décision. Donc, ces processus de prise de décision ont été modifiés à 2 niveaux. Au niveau organisationnel, donc on est face plus à des processus multi-acteurs. Donc, on a plus de participants, plus de personnes qui viennent participer à ces processus de décision. Donc, je vois qu'il y a une question. Ah non. Oui, en fait, c'est Jonas Collin. J'ai vu que vous avez demandé, vous avez parlé de qualité versus efficacité. Et là, on poursuit la présentation. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un éclairage sur donc, la différence que vous voyez entre les deux dans le cadre de votre présentation? Oui, alors ça rejoint ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la recherche d'optimal. Donc, on n'est plus ici dans une efficacité où on cherche l'optimalité de la prise de décision. On n'est plus dans le cadre où on va modéliser en fait le problème sous forme d'une fonction d'utilité que l'on cherche à maximiser. C'est plus ça. On accepte, quand on dit recherche de qualité, ça veut dire qu'on accepte d'avoir une décision qui est sous-optimisée
optimal, donc c'est-à-dire qui ne satisfait pas pleinement toutes les contraintes, je dirais, mais qui est le meilleur consensus entre soit les différents acteurs, soit les différentes contraintes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, par qualité, vous entendez, c'est en vertu des autorités en arrière de la recherche ou bien des mécanismes en tant que tels qui s'entendent versus l'utilisation efficace qu'on puisse faire de l'algorithme de notre côté. Donc, vous mettez ces deux choses-là en opposition, si je comprends bien? Oui. Alors après, la mesure de la qualité d'une prise de décision, c'est un champ complètement ouvert de recherche. Je n'ai pas de réponse très, très précise par rapport à ça, mais on le met, oui, effectivement en opposition. OK, parfait. Merci pour la clarification. Et donc, on me dit en fonction de l'objectif, je ne comprends pas bien ici. Oui. Oui, je voulais dire, c'est qu'en fonction de l'objectif dans le moment qu'on veut atteindre, qui fixe donc la qualité de la décision ou pas. Donc, ça dépend à un moment donné, qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est la priorité, est-ce que c'est les contraintes ou la satisfaction des acteurs. Donc, ça change selon le contexte. Alors, en fait, on est dans un cadre où on va prendre en compte plusieurs critères. Donc, la satisfaction des acteurs, ça peut faire partie ça peut faire partie des objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est plus dans un cadre où on cherche une rentabilité absolument. Voilà. Merci. D'accord. Donc, je continue. Donc, j'en étais ici. Donc, je disais en fait qu'il y a une modification des processus de prise de décision. Donc, on est face à des décisions qui sont plus prises par un seul acteur, un seul décideur, mais on va avoir plusieurs types d'acteurs qui vont participer au processus de décision. Donc, certains vont donner des informations, d'autres vont voter, par exemple, d'autres vont peut-être influencer. Donc, ça va être plus un processus qui est multi-acteurs. Donc ça, c'est le point de vue organisationnel. Deuxième modification, c'est le point de vue cognitif. Donc, Simon toujours a défini en fait le processus de prise de décision, donc le processus cognitif en plusieurs éléments, plusieurs étapes. Donc, il y a une étape d'intelligence où on va chercher de l'information. Une étape de modélisation, donc on commence à faire un modèle dans sa tête de prise de décision. Une étape de choix, donc on commence à sélectionner des alternatives, et ensuite une étape de review. Donc ça veut dire que je retourne sur de l'intelligence, je vais chercher des informations qui vont venir modifier un peu mes modèles et modifier quelque part mes choix. Et donc, ce que dit Simon, c'est que ce processus est ni linéaire ni séquentiel, donc c'est-à-dire que les phases d'intelligence où on va chercher de l'information sont mêlées à des phases de modélisation et des phases de choix, et donc c'est en permanence en mouvement. Et ce que j'ai introduit, ce que je dis, c'est que de par l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les organisations, la phase d'intelligence est très riche. Donc, c'est-à-dire que les décideurs reçoivent en permanence des informations. Et la difficulté pour les décideurs, c'est de faire un tri ultra rapide des informations. Donc, c'est ce que je dis ici. L'étape de tri des informations doit être renforcée et ce qu'on cherche à faire, c'est à faire en sorte à décharger cette charge mentale des utilisateurs. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et donc, la proposition, en fait, c'est le développement de systèmes d'aide à la décision coopératifs. Donc, pour ça, je propose une architecture dans laquelle on retrouve les éléments principaux de base de l'architecture que j'ai présentée tout à l'heure. Donc, le modèle base management system, le database management system, le knowledge base avec le système d'inférence
Et puis ensuite, je propose un certain nombre de modules, donc un module de communication interpersonnelle, un module de capitalisation des connaissances pour pouvoir réutiliser des parties de problèmes qui ont déjà été résolus, un module de gestion des tâches. De la même manière qu'on va gérer un projet, on va gérer un processus de prise de décision. Et le module d'interface homme-machine, donc Human Computer Interface, doit être dynamique dans le sens où il va être proactif auprès de l'utilisateur, il va lui proposer un certain nombre d'éléments et c'est en ça que l'on converge vers les systèmes de recommandation. Alors, donc dans mes travaux, je développe en fait deux approches sur les systèmes d'aide à la décision. Donc, une approche avec une perspective de recommandation, des systèmes de recommandation, et une perspective de groupe, donc avec les systèmes d'aide à la décision de groupe. Donc, je vais commencer par les systèmes de recommandation. Alors, mais pour tous ces systèmes, en fait, tous ces logiciels, quand je parle de systèmes, ce sont des logiciels. J'ai un seul paradigme qui repose sur une approche multicritère, donc, tel que multicriteria decision making ou multicriteria decision attributes. Et donc en fait, moi, je pars de ce paradigme. Alors, voilà, donc ça, c'était la première partie introductive. Donc, si vous voulez que je prenne quelques questions, je peux. Sinon, je continue sur les systèmes de recommandation. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment de lever la main maintenant. D'accord, alors je crois qu'on continue, Pascal. D'accord. Donc, pour les systèmes de recommandation, en fait, on parle actuellement dans la communauté de preference mining. Donc, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est à détecter les préférences d'un utilisateur, justement pour pouvoir lui proposer un certain nombre d'éléments par rapport à sa prise de décision. Donc, comme je vous le disais, en fait, on va travailler avec une approche multicritère. Donc, l'idée des systèmes de recommandation, donc là, ça se base sur la littérature, c'est d'aider au mieux les décideurs et donc d'apprendre leurs préférences. Donc, pour ça, en fait, on va apprendre leurs préférences sur la base de profils utilisateurs. Donc, on va classifier, en fait, tout l'apprentissage en intelligence artificielle, ça repose sur des classes, on fait des classifications. Et il existe 3 catégories de systèmes de recommandation. Donc, les systèmes de recommandation basés sur le contenu, les systèmes de recommandation collaboratifs et les systèmes hybrides qui combinent en fait les deux précédentes approches. Donc, on a plusieurs techniques pour recueillir l'information, donc des techniques implicites et des techniques explicites. Alors, je commence par les systèmes de recommandation basés sur le contenu. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait une description des différents attributs, donc de l'item qu'on veut, l'objet que l'on veut recommander. Et donc, on cherche pour ça à caractériser les éléments d'un catalogue. Donc, un item, ça va être par exemple un livre. Donc, un utilisateur veut acheter un livre et donc j'ai le profil de mon utilisateur. Je sais que je connais sur cet utilisateur son nom, ses préférences, donc en matière de livres, c'est-à-dire le genre de livre qu'il aime, le prix. Il ne veut pas acheter des livres au-dessus ou en dessous de tel prix. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre critère? Donc le genre, le prix, l'auteur, ses auteurs favoris. Donc ça constitue pour nous les différents critères qui nous permettent de définir le profil de l'utilisateur. De la même manière, on va avoir un certain nombre de caractéristiques des éléments, donc c'est-à-dire des livres. Donc les livres vont être caractérisés par le nom de l'auteur, le prix du livre, le genre. D'accord? Et on va utiliser en fait les deux. Donc pour matcher, on va faire un matching entre les deux pour pouvoir recommander à notre utilisateur. Deuxième type de recommandation, c'est, on appelle ça la recommandation sociale ou la recommandation collaborative.
Donc, c'est basé sur le fait que les utilisateurs vont partager des idées. Donc, on a toujours notre profil utilisateur qui est caractérisé par un certain nombre de critères. Donc, sur les livres, ça va être toujours la même chose, le prix, le genre, l'auteur. Et cet utilisateur va faire partie d'une communauté, d'un book club, par exemple, où il partage des informations sur les auteurs. Et donc, l'objectif ici, c'est dans la recommandation collaborative, c'est dites-moi ce qui est populaire parmi mes pairs. Donc, je suis amie avec ce groupe-là aime tel auteur, donc je devrais aimer tel auteur et donc le système va recommander un certain nombre de livres à cet utilisateur. Alors, sur ces deux approches, il y a des avantages et des inconvénients. Sur l'approche basée sur le contenu, l'utilisateur est autonome, on n'a pas besoin de la communauté. On peut intégrer facilement de nouveaux objets, de nouveaux items. Et donc, par contre, on n'a aucun problème sur le problème de la sparsity, donc c'est-à-dire en fait que les objets qui sont pas souvent recommandés, dans ce cadre-là, ici, dans ce type de recommandation, on n'a aucun problème, ils pourront être recommandés. Les limites, en fait, de cette approche-là, donc c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une over-spécialisation, donc c'est-à-dire que notre utilisateur qui aime le genre de science-fiction, mais on ne sortira pas de la science-fiction, il n'y aura pas de nouveaux items, de nouveautés par rapport à ce qu'on peut lui proposer. Et l'analyse du contenu est assez limitée. Alors, la difficulté, c'est aussi le démarrage des algorithmes d'apprentissage ici, où on manque en général d'informations sur l'utilisateur et sur l'item. Donc, si on n'a pas d'informations sur l'utilisateur et sur l'item à caractériser ou à recommander, on ne peut rien faire. Donc, sur l'approche collaborative, les avantages, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un modèle de préférence très détaillé. C'est très indépendant du domaine. Et donc, ici, la difficulté, c'est l'initialisation des algorithmes et ce phénomène ici de sparsity, donc c'est-à-dire qu'on va recommander ici toujours la même chose, en fait, qui est préconisée par la communauté. Du coup, pour pouvoir pallier à ces avantages et ces inconvénients, eh bien, une nouvelle approche, c'est l'approche hybride qui combine les deux approches, donc basée sur le contenu et collaborative. Donc, c'est-à-dire, on va faire une combinaison des différentes entrées ici, le profil utilisateur, les données communautaires, les caractéristiques des éléments. On a aussi des graphes de connaissances. Et donc, on combine ces deux approches. Donc, quelques exemples ici de systèmes de recommandation existants sur le web. Donc, MovieLens, c'est une base de connaissances sur les films, Film Affinity, Google Actuality. Donc, ces systèmes de recommandation ici sont basés sur cette double approche. Alors, sur ces systèmes de recommandation, donc, avec un certain nombre de mes doctorants que j'ai listés ici, et postdoc, on a développé plusieurs projets, plusieurs systèmes de recommandation. Donc, le premier, c'est EnoDecision. C'est un système de recommandation pour la vinification du vin. Donc, que je ne présenterai pas parce que c'est basé sur... je pourrais vous le présenter si vous avez des questions. Mais c'est la nouveauté, en fait, je dirais, l'innovation dans ce projet-là, c'était plus, en fait, le modèle mathématique derrière de fermentation du vin. Ensuite, on a un système ici d'aide de recommandation pour le marketing en ligne. Donc, c'était un système d'achat, par exemple, de livres sur Amazon ou sur peu importe.
un autre système ici pour donc d'Arnaud Glaza pour la protection des données personnelles en contexte, en application mobile. Et ici, en fait, par Soumana Fomba, un système donc, qui s'appelle Stroma, qui recommande en fait des opérateurs d'agrégation multicritères en fonction des préférences de l'utilisateur. Et un autre système donc d'Adama Coulibaly qui recommande des procédures de vote. Donc le système s'appelle Greco selon les préférences utilisateurs et le contexte de prise de décision. Donc je vais décrire ici le marketing en ligne et le système de protection des données. Donc ici, donc c'est une plateforme d'achat en ligne. Hein, et donc, on cherche à recommander des objets. Donc, on utilise un algorithme d'apprentissage par renforcement. Et chacun des objets va être noté. Donc, on appelle ça le scoring, le score de l'item, de l'objet. Et donc, uniquement de manière incrémentale. Le choix qu'on a fait, c'est juste d'incrémenter et non pas de diminuer. Donc, ça dépend en fait des systèmes que l'on implémente, mais on peut aussi avoir du scoring décrémental où on diminue le score d'un objet en fonction des préférences de l'utilisateur. Donc, je dirais les éléments qui nous ont bloqués, en fait, que l'on a cherché à déterminer, c'est la désagrégation de l'information. Donc, quand un utilisateur va préférer un livre, la question que l'on se pose derrière, au niveau de l'apprentissage, c'est est-ce qu'il préfère ce livre-là parce que le prix est plus intéressant pour lui ou parce que c'est un autre genre. Donc, c'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on distribue ses préférences sur les différents critères. Donc, c'était une question scientifique pour nous. Et du coup, on a mis en place un apprentissage automatique sur à la fois la notation des objets sur les critères et à la fois les poids des critères. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on détermine le profil utilisateur. Donc, pour nous, c'est un critère, c'est un vecteur, pardon, avec un certain nombre de critères et des poids sur ces critères. Donc, les critères, ça va être les données personnelles, les intérêts personnels, des données sur la sécurité, l'historique des interactions entre l'homme et la machine. Et donc, on utilise ici sur cet algorithme de renforcement donc, qui est existant que l'on a adapté. Donc, notre utilisateur peut choisir un objet. Donc, par item, j'entends un livre, par exemple. Soit il peut dire ben, j'achète ce livre, je le choisis. Soit je le marque dans mes préférences pour dire ben, celui-là, il m'intéresse. Du coup, on met en place notre algorithme d'apprentissage. Donc, on a deux types d'algorithmes que je vais détailler tout à l'heure. En sortie de ces algorithmes, on va venir mettre à jour le profil utilisateur. Du coup, on recalcule le score des livres qui sont basés sur le profil de notre utilisateur. On reclasse la liste des livres qu'on lui présente et on lui présente cette liste du premier, donc le meilleur pour lui, jusqu'au dernier. Et donc, c'est un algorithme qui boucle en permanence. Et donc, on a deux types d'actions pour notre utilisateur. Et en fonction de ces deux types d'actions, on va renforcer un item plus ou moins fortement. Donc, par exemple, on considère que choisir un livre, acheter un livre, ça va être une action plus forte que de le marquer dans ses préférences. Donc, acheter un livre, du coup, on va venir ici renforcer le profil utilisateur par rapport à ce livre plus fortement. Donc, comment est-ce qu'on calcule en fait le score d'un objet? Donc, le score d'un objet pour un critère I à un temps T. Donc, ça va être la somme de tous les critères dans l'élément, donc pour tous les critères,
pardon, sur le nombre de critères dans l'élément. Alors, si l'utilisateur marque l'objet, donc il lui donne une note, donc le score sur le critère I de cet élément, ça sera la note divisée par le nombre de critères. Et enfin, donc on le met à jour à T+1, donc à l'instant d'après, ça sera le score précédent plus le logarithme de 1 plus le score du critère I, avec ici un coefficient 0,1. Donc, je ne sais pas si je rentre dans les détails techniques comme ça ou pas. Alors là, j'ai une question, je vois. Est-ce qu'on utilise ce type de système pour les aides à l'apprentissage en éducation? Alors, je sais qu'il existe des plateformes d'aide à l'apprentissage, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'algorithme d'apprentissage derrière, d'apprentissage automatique, dans le sens où non, je ne pense pas qu'il y ait d'apprentissage automatique dans ces plateformes. Mais on a une équipe spécialisée sur la e-éducation au niveau du laboratoire. Je peux leur poser la question, mais je ne pense pas. Moi, je ne connais pas de travaux là-dessus. Pour ce qui concerne les détails techniques, c'est difficile à prévoir à quel point l'auditoire s'intéresse à ça. Je vais demander à ce que mettez dans le chat si vous voulez des détails techniques. Pascal va un peu continuer avec les détails techniques, mais s'il y a peu de votes, on peut passer à revenir à l'aspect qualitatif. Mais pour le moment, continuez, Pascal, et je vais surveiller ce qui rentre en réponse. Donc, donc, on a un algorithme général d'apprentissage ici, en fait, où on va boucler en permanence pour mettre à jour le profil utilisateur. Et donc, en fait, pour le mettre à jour, qu'est-ce qu'on fait? On récupère dans une variable ici, tampon, les valeurs d'un livre, les scores d'un livre que l'on redistribue sur un vecteur temporaire et pour, au final, mettre à jour le profil utilisateur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure en fait qu'on avait deux types d'algorithmes. Donc, le premier, c'est un algorithme où on va faire une comparaison par paire des différents livres. Les items, ce sont les livres que l'on présente à notre utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la répartition de l'item courant sur ce vecteur temporaire. On retravaille la liste et on met retravailler la liste, ça veut dire présenter en premier des livres qui auront été les livres qui auront été présentés plus bas dans la liste. Donc, on remonte un certain nombre d'items et on met à jour le profil d'utilisateur. Sur l'algorithme numéro 2, c'est comment est-ce qu'on calcule le taux, c'est pas le taux, mais c'est le score en fait de chacun des items. Donc, on enlève les critères qui sont non discriminants. Donc, il se peut que sur un item, un livre, par exemple, le genre ne soit pas discriminant. Et donc, on recalcule en fait cette répartition sur les différents critères. On retravaille la liste comme dans l'algorithme numéro 1 et on met à jour ensuite le profil utilisateur. Alors, ici, il y a une question particulière d'intérêt. Oui. Jalal, tu veux dire ça à haute voix ou est-ce que tu veux que je dise ça moi? Non, oui. À haute voix, c'est très bien. Je voulais savoir l'incrémentation du score en T+1. Si on utilise la base logarithmique, c'est simplement pour indiquer que le score n'évolue pas de manière linéaire, c'est bien ça? Ou y a-t-il un autre concept? Non, c'est bien ça, c'est ça.
On accepte en fait que les préférences de notre utilisateur ne soient pas linéaires, donc elles peuvent augmenter à un moment donné, rediminuer, etc. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on utilise un logarithme. Merci. Donc une fois qu'on a les scores en fait pour chacun de nos items, on fait une répartition sur les différents critères. Donc là, je vous ai mis la méthode, mais je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Donc je passe à l'adaptation en fait du profil utilisateur. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le logarithme. Vous avez ici la définition de chacune des variables. Alors, ce système a été développé, testé, donc testé sur une base de données, la base de données Movilens. C'est une base de données qui donne en fait des préférences d'utilisateurs sur un certain nombre de films avec 10 millions de notations. Donc, sur 10 681 films, 71 000 utilisateurs, et donc on leur avait demandé de noter ces films sur une échelle de 1 à 5. Donc on utilise en fait cette base de données comme un benchmark, et donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on divise la base de données pour faire des tests statistiques, on divise la base de données en deux parties, une partie où on garde les préférences utilisateurs et une partie en fait où on demande à l'algorithme d'apprendre. Et normalement, on doit retrouver avec l'apprentissage, en fait, les préférences de la première partie de la base de données. Donc, c'est une validation de type K-Crossfeld en statistique. Et on a utilisé comme mesure de corrélation le Kendall-Tobé. Donc, tout ça, c'est des techniques plutôt statistiques. Donc, en termes de résultats, donc, notre algorithme numéro 1 est meilleur que le 2, converge plus rapidement, on retrouve plus facilement les préférences de l'utilisateur. Donc, la mesure moyenne d'un Kendall-Tobé est ou satisfaisante est de 0,3. Notre système a obtenu un score de 0,4, donc c'est plutôt de bonnes recommandations. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que plus on va utiliser de critères, moins l'efficacité de l'algorithme. Donc là, on est plus en termes d'efficacité de l'algorithme, moins l'algorithme sera efficace. Alors pourquoi? Parce qu'on a cette spécificité en fait de répartition d'un score sur plusieurs critères. Donc voilà pour ce premier projet. Est-ce que, Donc, oui. est-ce que c'est le moment où vous acceptez des questions? Je peux, ouais, sur ce projet-là, je peux, oui, tout à fait. Moi j'en aurais une petite question, mais pas en tant que... Je ne travaille pas sur ces problèmes-là, mais plutôt du point de vue de l'utilisateur. J'ai remarqué, par exemple, avec le système de recommandation, je ne connais pas son architecture, mais de YouTube. Savez-vous si puisque c'est Google qui est propriétaire de YouTube, est-ce que c'est le même algorithme dont vous avez parlé tout à l'heure pour Google? Non, ce n'est pas les mêmes algorithmes. D'accord. Alors, je vous parle juste de mon expérience avec l'algorithme de YouTube. Si vous vous rappelez, il y avait à l'époque un modèle, un algorithme qui générait des caricatures. C'était Susan Brenner qui l'avait inventé. Et depuis lors, c'est le morphing qui est sorti et plein de choses. Et la façon de créer une caricature de la tête de quelqu'un, c'était de prendre la moyenne de beaucoup de têtes, prendre là où la tête de la personne en question écarte un peu et augmenter ça. Ça crée un stéréotype ou une caricature. Et j'ai l'impression que le système de recommandation de YouTube est un peu comme ça. Ça ressemble à mes goûts, mais c'est une caricature de mes goûts. C'est une exagération d'une façon qui manque l'essentiel de l'intérêt sous-jacent. Vous savez ce que je veux dire? Et c'est concernant la méthode hybride. Est-ce que la méthode hybride empêche à ce qu'on crée une caricature du goût de quelqu'un?
En renforçant les choses qui sont normalement, oui, normalement, la méthode hybride, en fait, est là pour éviter justement des surspécialisations. Et, ce qu'on cherche à faire, c'est à capter de manière la plus précise possible les préférences de l'utilisateur. Donc, on s'est rendu compte que en se basant sur le contenu, ben, la difficulté, c'est la nouveauté, en fait. Hein. On n'arrive pas à recommander de nouvelles choses. Et sur la collaboration, ben, si on ne fait pas partie d'une communauté, alors on n'a aucune recommandation. Donc, l'idée, oui, de l'hybridation, c'est de pallier à ces problèmes-là. Avec YouTube, on peut calibrer. Il n'y a pas de communauté, disons. Je ne sais pas, peut-être que dans l'arrière-plan, ils font des comparaisons, mais on peut rejeter les choix et on peut dire que je ne veux plus voir ça, je ne veux plus voir ce genre de choses. Et pourtant, ça sort comme une caricature de mes goûts. Et je ne dirais pas que c'est vous l'avez décrit comme une surspécialisation. Non, la caricature n'est pas ça. C'est vraiment une caricature. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a exagéré, c'est pas qu'on me donne trop de ce que je veux, mais que ça va dans les sens qui sont pas vraiment mon goût, mais une mauvaise compréhension de mes goûts. Alors moi, ce que je pense, c'est que du coup, sur cet aspect-là, c'est qu'en fait, la spécification des préférences de l'utilisateur n'est pas assez précise, on n'a pas assez de critères pour les spécifier. Mais la difficulté qu'on a, c'est que plus on va mettre de critères, moins les algorithmes seront efficaces. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout ça. C'est pour ça en fait qu'on a des caricatures, parce qu'on va mettre moins de critères pour spécifier les préférences d'un utilisateur, mais en même temps, ce sont des préférences, je dirais à la hache, ce sont des préférences caricaturales. Voilà, parce que ce n'est pas précis. Merci. Voilà, donc l'idée c'était ici dans cet exemple de créer un algorithme qui soit capable de mettre à jour les profils utilisateurs, et donc on l'a appliqué dans un deuxième système donc pour la protection des données privées, des données privées en système mobile. Donc le deuxième système s'appelle CAPUR et a été développé par Arnaud Glaza, un autre doctorant. Alors, donc on est ici dans un contexte mobile. Et donc, chaque utilisateur de mobile a des tas et des tas d'applications. Donc, en voici ici une cinquantaine que l'on a regroupées en catégories, en 8 catégories. Donc, les jeux, les réseaux sociaux, les loisirs, communication, les outils, ce qu'on appelait des gadgets, musique et audio et des informations sur les voyages. On a ici ce qu'on a appelé des ressources sensibles, donc telles que la position GPS d'un utilisateur, les photos qu'il prend, les numéros de téléphone de son carnet d'adresse, ses musiques, son planning, ses coordonnées Wi-Fi, le système. Alors, c'est un peu ancien, donc là, on était en 3G, le système 3G qu'il utilise, les SMS qu'il envoie, donc, etc. Donc, tout ça, pour nous, ce sont des ressources sensibles. Ce qu'on cherche à faire, c'est en fait à l'aider à protéger ces données, ces ressources-là. Donc, on les a ici classifiées en 2 sous-catégories, les données et tout ce qui est soft, en gros, les données et tout ce qui est hardware. Tout ce qui est hardware, donc tous les services, tels que appareil photo, position GPS, et ici, tout ce qui va être réseau, donc Internet, etc. Et dans les données, donc les données utilisateurs et les données système. Pour ces ressources, en fait, on a 5 types d'actions. Soit on peut écrire, donc modifier en fait une donnée, une position GPS par exemple. On peut lire, uniquement. On peut écrire. On peut exécuter une commande, on peut envoyer des informations ou recevoir des informations. Et donc, on a
des centaines de requêtes, en fait. Est-ce que vous voulez donner votre position GPS, par exemple? Est-ce que vous autorisez Twitter à utiliser votre position GPS? Donc, des centaines de demandes. L'objectif ici, c'est de nous protéger. Et donc, pour ça, en fait, il faut que ce qu'on cherche à faire, c'est à réduire la charge cognitive en fait de notre utilisateur à chaque fois qu'il a une demande d'autorisation pour chacune des requêtes. Et donc, c'est de l'aider justement dans ses politiques d'autorisation. Donc, il existe 3 types d'approches pour tout ce qui est protection en fait des données. Donc là, on est plus dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité. Donc, soit à travers une interface graphique, soit à travers un fichier de paramètres, soit à travers le système qu'on a développé. Donc, à travers une interface graphique, donc c'est un système qui s'appelle CyanogenMod. Donc, ça permet en fait de gérer l'application d'autorisation, donc les autorisations d'accès, pardon, application par application. Donc, pour pouvoir, voici un exemple ici, pour pouvoir dire j'autorise le gestionnaire de déplacement ici à donner mes coordonnées GPS, il faut remplir une dizaine de pages, donc application par application pour chacun des utilisateurs. Donc, c'est un petit peu long, d'accord ? Et surtout, en fait, il faut trier toutes les ressources et donc, c'est assez difficile de les gérer donc, par groupe d'applications ou par groupe de ressources. Donc, deuxième approche, c'est un fichier de paramétrage. Donc là, la technologie utilisée, c'est le XACML, donc c'est-à-dire en fait un langage de règles d'autorisation. Donc là, c'est très précis pour chacune des ressources. La difficulté, c'est qu'il faut écrire donc des politiques d'autorisation pour gérer en fait l'accès à ces ressources. Et donc, il faut manipuler en fait un langage, il faut écrire un langage XML ou XACML. Donc, voici une règle ici qui permet en fait d'accéder à des jeux sur Internet. Donc, en écriture XACML, ça donne ça. Donc, tout le monde n'est pas informaticien, donc tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir écrire ces règles d'accès, ces politiques d'accès. Donc, c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'est pas informaticien. Donc, en fait, ce qu'on a imaginé, c'est faire un mélange entre ces deux approches. Donc, une approche graphique et derrière nous, en fait, on génère ces règles. On génère dans notre fichier de paramètres ces règles de politique d'accès. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on apprend toujours, comme dans le premier exemple, les préférences de l'utilisateur. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir programmer en XACML. Par contre, nous, derrière, on programme en XACML, donc au travers d'une interface homographique. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, j'ai une demande ici de Facebook d'accéder à ma caméra, donc à travers mon système. Donc, Facebook veut avoir accès à l'appareil photo. Est-ce que vous acceptez? Donc, l'utilisateur va dire oui, j'accepte. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde ça en mémoire dans notre système. J'ai ensuite une autre application, donc Twitter, demande aussi à avoir accès à ma caméra. Donc, Twitter veut avoir accès à votre appareil photo. Est-ce que vous acceptez? Donc, l'utilisateur dit oui, dans cet exemple-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le garde ici dans notre système, on garde en mémoire dans notre système d'aide de recommandation. Du coup, le système de recommandation va se rendre compte que, eh bien, il y a deux applications qui sont du même groupe, qui sont du groupe réseaux sociaux. Donc, vous vous souvenez, on avait classifié en fait nos applications en différentes catégories. Et donc, on se dit peut-être que l'utilisateur veut
accepte que les applications de type réseau social peuvent avoir accès à l'appareil photo. Donc, on lui pose la question directement. Donc, c'est une espèce de généricité, de règle générique que l'on crée. On pose la question à l'utilisateur qui répond oui, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer en fait les règles d'accès aux deux réseaux sociaux précédemment cités pour en créer une qui est plus générique. Donc, une fois suivante, Instagram demande aussi à accéder à mon appareil photo. Et donc, comme j'ai créé cette règle ici où j'accepte que tous les réseaux sociaux donnent accès à mes photos, le système va répondre directement, va donner l'autorisation d'accès directement sans passer par l'utilisateur. Donc, voilà comment est-ce que ça fonctionne sur cet exemple-là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cet exemple-là? Il y en a qui travaillent sur la sécurité, qui ont des questions? Sinon, on peut procéder, je crois. OK. Donc ensuite, je vous ai parlé de deux autres systèmes de recommandation. Donc celui-ci est un système de recommandation développé par Soumana Fomba pour recommander des opérateurs d'agrégation multicritères en fonction des préférences de l'utilisateur. Donc là, c'est un petit peu technique, il faut connaître un peu quelques techniques d'approche multicritère. Donc on a implémenté toutes ces méthodologies de prise de décision multicritère. Donc la somme pondérée, c'est une façon d'agréger plusieurs critères sur, c'est ça, en fonction des poids des critères, d'agréger plusieurs critères. Donc, on a aussi l'intégrale de Choquet, l'intégrale de Sugeno. L'intégrale de Choquet permet de prendre en considération en fait la dépendance entre deux critères. Donc, je m'explique. Si je reprends mon exemple de prise de décision, je veux acheter un téléphone. Je vous avais donné comme critère possible, c'était le prix. Et puis, deuxième critère, c'était les capacités techniques, l'appareil photo, par exemple. Ces deux critères sont dépendants l'un de l'autre parce que augmenter les capacités techniques, ça va venir augmenter le prix. Et donc, dans cette approche-là, l'intégrale de Choquet, on a ce qu'on appelle en fait l'indice de Chaplet qui permet de calculer en fait la dépendance entre deux critères. Donc, l'utilisateur ici est capable de donner une espèce de paramètre sur cette capacité-là. Donc, cet indice de Chaplet. Alors, cet indice de Chaplet, on peut le caractériser sur des critères 2 à 2 ou sur des critères à 3, à 6, etc. Donc, d'un point de vue cognitif, c'est assez facile de se dire tel critère est dépendant de tel autre critère, est lié à tel autre critère. Donc, 2 à 2, c'est facile. Mais si on commence à raisonner à 3, à 6 ou à plusieurs critères, c'est très compliqué dans la tête des décideurs. Donc, d'un point de vue mathématique, on sait faire, mais après, par contre, demander à un utilisateur, on se rend compte que c'est impossible, quoi. Voilà. Alors, autre type d'opérateur d'agrégation, c'est l'intégrale de Sugeno qui, elle, prend en considération plutôt des valeurs qualitatives et non plus quantitatives. Et ici, on a quelques méthodes, donc TOP6, Mora, qui sont des méthodes calculatoires avec des normalisations. Donc, je ne rentre pas dans le détail de toutes ces méthodes. Donc, l'objectif ici, c'est, lorsqu'on est en approche multicritère, de pouvoir dire, par exemple, pour cet utilisateur, ça sera mieux de prendre la méthode TOP6 ou la méthode, je sais pas, intégrale de Choquet, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on a procédé? Donc, on a divisé en deux catégories, en fait, ces opérateurs, quantitatifs et qualitatifs, les problèmes de décision aussi. Et donc, on utilise un modèle de recommandation collaborative avec, en utilisant en fait un modèle de similarité entre les problèmes de décision. Donc, ce problème de décision ressemble à un autre problème qu'on a déjà traité avec une similarité assez proche. Du coup, je vais utiliser l'opérateur d'agrégation qui a été utilisé dans le deuxième problème.
Alors, bon, je vais passer sur toutes ces techniques. En fait, là, c'est comment est-ce qu'on caractérise le problème et puis les opérateurs d'agrégation. Donc, je vous disais tout à l'heure, en fait, on a des informations implicites et explicites par rapport à l'utilisateur. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple de l'achat de livres. L'opération, l'information implicite, c'est quand l'utilisateur achète un livre. Pour nous, c'est une information implicite. Information explicite, c'est quand il donne une note. Donc ici, c'est pareil. On fait la même chose. Donc, l'utilisateur a la possibilité de choisir un opérateur d'agrégation soit tout seul, en mode manuel, ou de laisser la machine choisir pour lui en mode automatique. Et on considère donc les informations qu'il donne, soit de manière explicite, il dit ben, moi, cet opérateur d'agrégation intégrale de Choquet, ça ne me plaît pas, c'est trop compliqué, donc je vais lui mettre une mauvaise note. Et deuxième façon d'obtenir de l'information de l'utilisateur, de manière implicite, il choisit lui-même un opérateur pour un problème particulier. Donc, je dirais les profils utilisateurs, en fait, sont déterminés par le type de problème, la catégorie, en fait, de problème. Donc, en problème de décision multicritère, on peut faire, donc, on choisit une seule alternative. Soit on fait du rangement, soit on fait du tri. Donc, la différence entre les deux, c'est que soit en rangement, on peut avoir des classes d'équivalence, et en tri, on va trier toutes les alternatives. Donc, on aura une liste ordonnée de un ordre total. Donc, soit on a un ordre total, soit un ordre partiel. Donc, l'utilisateur est déterminé aussi par la liste des critères qu'il utilise, les poids des critères, la liste des alternatives et sa matrice de préférence. Voilà, donc là, c'est l'interface de ce système-là. Et donc, bon, voilà, donc, ça, je vais passer sur ça. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cet exemple-là ou pas. Donc celui-là, je pense que c'est un peu compliqué à comprendre parce que le domaine d'application, c'est le domaine de prise de décision multicritère et donc c'est plus un système pour aider des chercheurs, je dirais, à choisir un opérateur d'agrégation multicritère. Vous avez des questions sur celui-là ou pas? Ils ne semblent pas, ils sont muets. Alors, est-ce que vous... Après, j'ai un autre exemple qui a été développé sur la même chose en fait que le précédent, mais sur des procédures de vote. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les différentes procédures de vote. Donc, lorsqu'on fait de la prise de décision de groupe, donc il peut y avoir la règle de pluralité, la procédure de Borda, de Condorcet, Black, Copeland, qui est une combinaison entre différentes procédures de vote. Donc là, on est plus dans un domaine en fait de prise de décision de groupe. Donc, c'est la théorie du choix social en fait. Donc, il existe plusieurs procédures de vote. Et le travail qui a été fait par Adama Coulibaly, c'est de recommander en fait une procédure de vote en fonction des préférences de l'utilisateur ou en fonction d'un certain nombre de paramètres du problème de vote. Donc, les différents types, il y a plusieurs types de procédures en vigueur dans le monde. Donc, il y a des procédures sans classement ou avec classement, donc vote préférentiel ou alternatif. Donc, par exemple, avec classement en Australie, en Irlande, où on fait un classement global à la Chambre des représentants, des votes dans des municipalités locales, donc où on fait des classements aussi. Je ne sais pas, du coup, chez vous, au Québec, comment est-ce que vous fonctionnez quand vous votez? Donc, nous, en France, par exemple, on va voter dans 15 jours pour nos élections présidentielles. C'est un vote à 2 tours, sans classement.
Donc, on met un seul bulletin dans l'urne. Et donc, on va calculer, en fait, selon plusieurs règles. Donc, voilà. Donc, vous êtes à la majorité simple à un tour. D'accord? Donc, nous, on est à la majorité simple, mais à 2 tours. Donc, les 2 premiers sont sélectionnés au premier tour chez nous pour les présidentielles et au deuxième tour, ça sera on choisira entre ces 2 premiers. Donc, les méthodes de pluralité ou majoritaire, donc majorité simple ou pluralité, on l'appelle aussi, ou majorité relative, donc le candidat vainqueur qui obtient le plus grand nombre de votes. Majorité absolue, donc le candidat vainqueur obtenant plus de la moitié des votes. Donc ça, c'est des méthodes qui sont simples et rapides à mettre en œuvre. Et donc le vainqueur peut être malgré tout un candidat qui va déplaire à une grande partie des électeurs. Donc il y a parfois plusieurs tours de scrutin pour déterminer un vainqueur. Donc alors ça, c'est un petit exemple sur 4 candidats ABCD. On a 7 votants, d'accord, ici. Et donc le candidat vainqueur, ici, c'est celui qui obtient le plus grand nombre de voix. Donc, le candidat A a 3 voix, le B 1 voix, le C 2 voix et D 1 voix. Donc, c'est le candidat A qui gagne dans cet exemple-là. Procédure avec classement. Donc là, les votants doivent classer. C'est plus difficile à mettre en œuvre. Il y a une démotivation des votants et donc il y a parfois des problèmes de cohérence entre les votes. Donc, un exemple ici, j'ai 3 candidats ABC avec 7 votants. Donc, le votant 1 a classé en 1 C, puis B, puis A, et puis ainsi de suite pour les autres votants. Donc, du coup, comment est-ce qu'on va calculer ça? Donc, procédure de Borda. On va classer, donc les candidats sont classés selon des préférences. Donc, on va donner au candidat qui a la première position N points, si on a N candidats, au candidat qui a la deuxième position N-1 point, et etc. 1 point au candidat qui sera en dernière position. Donc, dans notre exemple ici, on a, si je reprends l'exemple, vous vous souvenez, donc on va avoir C qui va avoir 3 points 2 fois, B qui va avoir 3 points 2 fois, et A qui aura 3 points 3 fois. Donc, ça donne ça. D'accord? Donc, je ne refais pas le détail des calculs. Et donc, selon le calcul de Borda, ça sera ici le candidat C qui va gagner. Alors, si on regarde le candidat C, pourquoi? Parce qu'en fait, il a été en deuxième position plusieurs fois. Donc, en fait, c'est un candidat qui est, on peut dire, moyennement aimé par beaucoup de votants. Vous voyez? Donc, c'est une procédure qui est intéressante, mais qui a ses limites aussi, qui peut ne pas correspondre à la majorité à ce que veulent la majorité des personnes. Une autre procédure, c'est la procédure de Condorcet. Donc, c'est le même principe. On va classer les candidats par ordre de préférence. Et au lieu de faire une somme pondérée, on va faire des duels entre les candidats. D'accord? Et le vainqueur, donc on appelle le vainqueur de Condorcet, sera celui qui va remporter tous ces duels contre les autres candidats. Donc, un exemple ici, on demande à cette informaticienne de choisir le meilleur antivirus, A, B ou C, d'accord? Et donc, d'un point de vue mathématique, c'est noté comme ça. Donc, on va regarder les duels entre deux paires d'alternatives. Et donc, on donnera un point à celui qui gagnera son duel. Donc, si je reprends ici cet exemple, j'ai mes 7 informaticiens qui doivent choisir entre les 3 antivirus qui étaient Norton, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que c'était? C, c'était Norton, B, c'était E7 et A, c'était Avast. Donc, chacun des informaticiens donne ses préférences. Donc, si on calcule ça, comment est-ce que ça va donner? On va regarder ici les duels entre A et B.
D'accord? Donc, on regarde le nombre de fois que A est meilleur que B. Donc, le nombre de fois que A est meilleur que B, je le regarde. A meilleur que B, une fois ici et une fois ici. Donc, 3 fois. Et du coup, j'ai 4 fois. Donc, ces 4 fois-là, ici, ces 4 votants-là, pour lesquels B est meilleur que A. Donc, 4 fois ici, B meilleur que A. Donc, celui qui remporte son duel entre A et B, ben, c'est B. Jusque-là, ça va. Ensuite, donc, on va faire la même chose pour les autres duels entre A et C. Donc, je reprends ici A et C. Je regarde qui est meilleur entre A et C. Donc, A est meilleur que C ici. A est meilleur que C ici, ici. Donc, 3 fois. Et 4 fois ici, pour ces 4 votants-là, C est meilleur que A. Donc, on retrouve ici C est meilleur que A 4 fois. Et donc, le gagnant ici sur ce duel, bah, c'est C. Et au final, bah, je regarde le duel entre B et C. Donc, le duel entre B et C, qui est meilleur entre les deux? Donc, B est meilleur que C pour le votant 3, pour le votant 4. Et puis, pour le votant 5. Donc, 3 fois et 4 fois, C sera meilleur que B. Donc, voilà ici. Et donc, celui qui remporte son duel, ici, c'est C. Donc, le gagnant dans cette procédure-là, ben, ça va être C parce que c'est celui qui remporte tous ses duels. Voilà. Donc, il y a, d'un point de vue mathématique, un paradoxe de Condorcet qui a été démontré, dont je ne parle pas trop ici. Et donc, pour pallier à ce paradoxe, en fait, une autre méthode a été déterminée, c'est la méthode de Copeland, qui est une extension de la méthode de Condorcet. Donc, on reprend ce principe de Condorcet où on regarde en fait les duels entre les alternatives, d'accord? Et on met un point à celui qui remporte son duel face à l'autre, ou moins un s'il le perd. Et donc, le gagnant de Copeland sera celui qui totalise le plus grand score. Donc, si vous vous souvenez, on avait ici, entre A et B, c'était B qui gagnait son duel. Donc, entre A et B, donc B gagnait son duel. Donc, on met plus 1 ici et moins 1 ici. Entre A et C, c'était C qui gagnait son duel. Donc, on met plus 1 ici et moins 1 ici. Et entre B et C, c'était C qui gagnait son duel. Donc, on met plus 1 ici et moins 1 ici. Et donc, je fais la somme ici en ligne. Donc, A va obtenir le score de moins 2, B le score de 0 et C le score de 2. Et donc, ici, ça va être encore le gagnant. Ça sera ici toujours C. Alors, une autre méthode, c'est la méthode de Black. Donc, si on n'a pas de gagnant de Condorcet, en fait, on applique le principe de Condorcet, puis le principe de Bourdin. Donc, on fait l'un, puis l'autre. Et donc, normalement, on doit trouver un gagnant. Donc, voilà ici pour ces explications concernant ces méthodes de vote. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur ça? Moi, j'ai des questions, c'est sûr. Oui. Oui. Avec toutes ces procédures-là, d'abord, est-ce qu'il y a un gagnant? Oui. Une procédure meilleure que d'autres, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Ben non, justement, donc c'est le but en fait, c'est de ce travail-là, c'est de faire ce système, donc Greco, qui va recommander une procédure en fonction des préférences de l'utilisateur, donc celui qui organise le vote, et en fonction des caractéristiques en fait du problème de vote. Et donc là, on a utilisé des propriétés mathématiques pour pouvoir recommander une procédure de vote plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est sur cet exemple-là. Donc voilà. Et puis, le lien entre ces méthodes de vote et votre premier module que vous avez discuté, quand vous dites qu'il y a les décisions collaboratives, est-ce que les votes emportent sur la façon de collaborer?
Alors, en décision coopérative, en fait, ce qu'on dit, c'est le théorème de Halley, en fait, qui montre que le vote, en fait, c'est la procédure la moins collaborative. La moins. La moins. Lorsqu'on n'arrive pas à trouver un consensus, en général, on fait du vote. Et après, ça dépend de l'échelle. Lorsqu'on raisonne à l'échelle d'un pays, d'une nation ou de, je sais pas, des milliers de personnes, c'est très compliqué d'obtenir un consensus. C'est très difficile. Donc le vote, c'est voilà. D'accord. Maintenant, j'ai une question un peu philosophique concernant la décision. C'est des questions que je n'aime pas parce que je ne crois pas qu'il y a de la magie là-dedans. Mais dans le domaine de la compréhension du langage, par exemple, on fait souvent la critique que les outils qu'on crée, qui sont censés de comprendre, ne comprennent pas. Ce n'est pas la vraie compréhension. C'est ça l'analogie que je vais faire. Ce n'est pas la vraie compréhension. On était très intéressé à GPT-3, mais on voit que GPT-3 ne comprend pas le texte. C'est juste une sorte d'illusion que ça donne. Est-ce qu'il y a un analogue de ça pour la décision? Est-ce que les méthodes automatiques de prise de décision sont d'une façon profonde, différente que de ce qu'est une vraie décision? Ou est-ce que ce concept de vraie décision, dans le cas de la compréhension, il y avait vraiment quelque chose là, parce que la compréhension se fait dans la tête et on sait à quoi ça ressemble de comprendre. Mais dans le cas de la prise de décision, est-ce qu'il y a une vérité objective concernant ce que c'est qu'une décision et le modèle est plus proche ou plus loin d'être ça? Alors, en aide à la décision, non. Une vraie décision, on ne sait pas ce que c'est. Ça dépend en fait vraiment du décideur. Une bonne décision pour un décideur X sera peut-être une mauvaise décision pour un autre décideur Y. Oui, mais je n'ai pas demandé bonne décision, j'ai demandé vraie décision, une réelle décision et non pas une illusion comme GPT-3 envers la compréhension. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas dire qu'est-ce que c'est qu'une vraie décision. Ce n'est pas des concepts que l'on manipule du tout. Et puis, le trajectoire que vous avez décrit au début, où est-ce que ça commence avec des aides de décision et à la fin vers une décision autonome. Alors, est-ce que cette décision autonome est la vraie décision? C'est de la vraie décision? Alors, ce n'est pas des décisions autonomes. Hein. On est dans les systèmes de recommandation, en fait, on est toujours en fait on attend toujours une validation de l'utilisateur. Donc, certes, on fait de l'apprentissage, on va catégoriser, on va inférer, on va raisonner un peu à la place de l'utilisateur, mais à tout moment, c'est lui qui a la même. Sur l'exemple, par exemple, de la sécurité, de la protection des données, le système va donner accès au final à une autre application de réseau social, mais si l'utilisateur le souhaite, il peut désactiver ça de suite. Donc, en principe, les systèmes de décision que vous étudiez, c'est certainement conçu comme, pas comme des modèles de la prise de décision, mais des aides de la prise de décision. Exactement, on est dans un paradigme d'aide à la prise de décision et pas du tout dans un paradigme d'automatisation. Oui, ce n'est pas évident que l'automatisation sera la vraie prise de décision non plus, mais si, parce que c'est les sciences cognitives, n'est-ce pas? Les sciences cognitives s'intéressent aux outils, et vous parlez surtout des outils, des aides à l'utilisateur, mais on s'intéresse aussi à modéliser la chose qui se passe dans la tête de l'utilisateur. Est-ce qu'il y a des composantes des outils que vous avez créés ici qui risquent d'être utiles aussi pour quelqu'un qui veut modéliser le processus de prise de décision et non pas de juste l'aider? Le seul modèle que je connaisse de processus de prise de décision, c'est ce que je vous disais tout à l'heure d'Herbert Simon,
où on a 4 étapes, entre guillemets, donc l'intelligence, recherche d'informations, modélisation, choix et review. Donc, on revient sur l'intelligence. Et ce que dit Simon, bon, ça date depuis des années, c'est que c'est un processus. Il n'est ni linéaire ni séquentiel. Moi, je vous l'ai présenté, je vous ai expliqué chacune des étapes de manière linéaire et séquentielle, parce que c'était plus facile à expliquer. Mais ce qu'il dit, lui, c'est que ces différentes étapes sont mélangées au sein du raisonnement humain. Voilà, c'est le seul modèle de prise de décision cognitive que je connaisse. Oui, il y en a eu depuis, mais je ne connais rien de beaucoup plus, de supérieur dans cet égard-là. Je veux remercier Pascal très chaleureusement pour tout ce qu'il a présenté. Et puis, bientôt, ça va paraître comme un enregistrement, si ça vous intéresse et si ça intéresse à vos étudiants aussi. Maintenant, avec ça, je lève notre séminaire avec beaucoup de reconnaissance à Pascal. Ben, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation, en tout cas. Et bonne chance à tous pour vos travaux.